Attends, qu'est-ce qu'il va dire? Ça, je sais pas. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, merci à vous tous d'être venus ce soir. Dans des circonstances qui ne sont pas toujours faciles. Réussir à organiser des conférences en ce moment, c'est tout de même pas simple. Cette conférence est la première d'un cycle de conférences organisé par la mairie Carole avec le soutien d'Adrien, soutien financier notamment. Et ce soutien a été possible grâce au travail en profondeur d'élus carolais. Je tiens également à remercier Emmanuel Lezax qui est agent à la résilience et Victor Maes. Le travail sur le sujet a été quand même fondamental. C'est tout à fait cohérent dans la politique qu'on essaye de mener à Carole, puisque Carole est désormais qualifiée, et ce pour 2 ans, de territoire engagé pour la nature. Dans ce cadre-là, comme dans d'autres, c'est extrêmement important pour nous de commencer le cycle de conférences sur ce que peut être la vision des terres agricoles aujourd'hui. À ce titre, je remercie également Terre de Liens qui inaugure ce cycle de conférences. Je vais quand même aller assez vite et simplement remercier pour finir les élus qui sont aussi présents d'autres communes dans la salle. Madame la maire de Champeau qui est en charge du plan d'administration territoriale de Grande-Ville-Carmer, comme Neil Séguin qui est premier adjoint à Grande-Ville, ce qui démontre l'importance fondamentale de la question qui va être traitée aujourd'hui. Quelle terre pour quelle alimentation? Comment s'alimenter? Qu'est-ce qui va arriver dans nos assiettes? Et au-delà de ça, comment les terres doivent avoir une véritable politique et comment on est vraisemblablement aujourd'hui à un carrefour où les populations et leurs élus doivent sanctuariser des espaces agricoles pour que le métier puisse continuer tout simplement de survivre. Quand on voit le nombre d'exploitants qui partent à la retraite, il faut qu'une nouvelle génération puisse s'installer avec des méthodes et une conception de la terre respectueuse de l'environnement. Les meilleurs discours étant les plus courts, je m'empresse de céder la parole à Terre de Liens, que je remercie d'avance pour l'excellence de leur travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mairie Carole de nous avoir invités ce soir. Je crois que nous sommes vraiment très contents d'être ici et d'inaugurer ce cycle de conférences autour de l'alimentation et de l'agriculture sur le territoire. Donc, pour vous parler un petit peu rapidement de la soirée, on va faire une présentation qui sera suivie d'un échange avec une agricultrice, Julie Pédot, qui nous fait l'honneur d'être ici avec nous aussi. Et puis ensuite, on prendra le temps d'échanger avec vous, si vous souhaitez, à partir de notre présentation ou des questions que vous pourrez avoir. En sortant, vous aurez aussi des documents qui seront à disposition si vous voulez aller un peu plus loin. Voilà. Donc, moi, je suis Marie Ravelot, je travaille pour l'association Terre de Liens Normandie, ainsi que mon collègue Loïc Planck à côté de moi, et on va vous discuter un peu ensemble à 2 voix. Donc, pour introduire un petit peu, Terre de Liens Normandie, c'est une association qui existe depuis 2009, donc sur toute la région Normandie. Et nous faisons partie d'un mouvement citoyen qui s'appelle Terre de Liens, qui lui est arrivé en 2003, et dont l'objet est la préservation du foncier agricole et l'aide à l'installation de paysannes et de paysans en bio. Donc on est en plein dans le sujet de la soirée. Je vais commencer par vous proposer de répondre un peu à cette question. Pourquoi on parle de la préservation des terres agricoles, pourquoi c'est important aujourd'hui, et puis comment nous, Terre de Liens, avec vous, on propose d'agir. Alors, on va voir si ça marche. Quelques constats qui ont mené à la création de Terre de Liens.
En fait, depuis donc, les années 50, on voit que la surface agricole utile en France diminue considérablement, que le prix moyen d'un hectare, lui, augmente beaucoup. On a de moins en moins de fermiers, on a de moins en moins de fermes, et les fermes qui restent sont de plus en plus grosses et donc de plus en plus chères. Si vous écoutez un petit peu la radio au mois de novembre, vous avez peut-être entendu un petit spot qu'on a pu faire sur Radio France. Alors, on a vraiment en France en moyenne 100 fermes qui disparaissent par semaine, et c'est vraiment un problème. Les fermes souvent sont éclatées, faute de repreneurs, et partent à l'agrandissement. Donc les fermes qui restent maintenant sont de plus en plus chères et donc de plus en plus difficiles d'accès pour les personnes qui souhaitent s'installer. Il faut débourser de plus en plus d'argent pour devenir paysan, et c'est compliqué. Et ce qu'on défend à Terre de Liens, c'est l'idée que c'est pas forcément aux paysannes et aux paysans de porter le prix du foncier agricole, le poids du prix de la terre, sachant que quand on s'installe agriculteur, on a aussi beaucoup de dépenses en bâtiment, en élevage, en matériel, etc. Hop. Voilà. Donc, comment on agit à Terre de Liens? On essaye d'enrayer la logique spéculative. Bon, c'est un peu des mots barbares que j'ai mis, mais on est un mouvement qui achète des fermes, donc par le don ou par la prise d'action. Je développerai ça plutôt en fin de présentation. Dans la logique d'enrayer la logique spéculative, ça veut dire qu'on achète des fermes dans le but de ne pas les revendre et d'essayer d'éviter comme ça que les fermes montent en prix. Et limiter l'endettement des nouveaux paysans. Donc ces fermes-là, c'est grâce aux citoyens qu'on les achète, et également à des organismes comme l'Agence de l'eau, par exemple, qui nous soutient. Ça permet donc aux paysans de pouvoir s'installer sur ces terres-là sans avoir à capitaliser dessus. Également, notre objectif est de jouer un rôle conservatoire des espaces agricoles, dans le sens où quand un paysan s'installe sur ces terres, l'objectif c'est que quand il part, qu'il les transmet à quelqu'un d'autre, eh bien, ces terres soient d'aussi bonne qualité, voire de meilleure qualité, parce qu'on a un problème aussi de dégradation des sols agricoles au fur et à mesure du temps. Donc, en militant pour une agriculture biologique en particulier, on essaye de préserver ces terres-là. Également permettre la transmission des fermes, puisque les fermes qu'on suit et qu'on achète, l'idée c'est qu'elles soient vraiment des outils de travail bien pensés et qu'elles puissent être transmises à d'autres paysans quand quelqu'un veut changer de carrière ou part à la retraite, et bien on veut réinstaller quelqu'un et ensuite quelqu'un d'autre et ensuite quelqu'un d'autre, pour que ces fermes-là restent vivantes et restent vraiment en lien avec leur territoire. Et enfin, mais c'est loin d'être le moindre aspect, impliquer les citoyens, donc au-delà de l'aide à l'acquisition des fermes, finalement, par des dons ou de l'épargne solidaire. L'idée, c'est vraiment que les citoyens, c'est aussi pour ça qu'on fait des conférences comme ce soir, mais se rendent compte que les questions agricoles, le foncier agricole, ça peut paraître éloigné de nous, mais en fait, c'est vraiment au cœur de nos sujets. On a parlé alimentation tout à l'heure avec monsieur le maire. On voit que en fait, ce que vous mangez vient forcément de quelque part, vient du sol, et puis les sols agricoles, c'est aussi des paysages autour de vous, c'est aussi de la biodiversité, c'est aussi la qualité de l'eau. Et donc vous êtes vraiment, nous sommes tous concernés par ça, et on milite pour que les questions de foncier agricole ne restent pas des questions qui soient gérées que par les personnes qui sont actives dans le milieu agricole, mais bien par tout le monde. Voilà, donc pour résumer un petit peu, à Terre de Liens, on est basé vraiment sur 3 piliers. L'agriculture biologique, puisque les paysans qu'on installe sur nos fermes doivent respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique. La finance éthique, avec ce côté donc, de stop à l'endettement des paysans. Et donc l'achat de fermes donc, par du don ou par de l'épargne solidaire qui est non rémunérée pour les actionnaires. Et évidemment l'éducation populaire, donc le fait que chacun puisse s'intéresser et s'empare de ces questions-là, au niveau des citoyens, mais aussi au niveau des collectivités. Je prends la suite. Donc, alors je suis désolé, je suis un peu malade, donc je parle un peu du nez et il m'arrive de tousser un petit peu. Rassurez-vous, je n'ai pas le Covid, promis. Je l'ai déjà eu. Donc,
pour préparer la soirée, on s'est posé la question avec Manon, savoir quelle était la meilleure façon de vous faire voilà, vous présenter un peu l'agriculture et donc le contexte agricole. Et donc on s'est dit que passer par un petit vote avec des bulletins, ça pourrait être sympa. Donc maintenant vous avez toutes et tous reçu des post-it. Donc 3 post-it de couleur. Je vous invite à vous en munir parce que ça va vous servir pour les prochaines minutes. Ah, je vous laisse préparer tranquillement. Ouais, est-ce qu'on pourrait avoir un peu de lumière dans le fond pour les personnes qui... Il n'y a pas besoin d'écrire sur les post-it, hein. Il faudra juste lever avec les post-it, vous allez voir, c'est ultra simple. On fait ça avec les étudiants en PPREA et en général c'est rien d'un fait. Donc là c'est ultra simple. Donc première question, selon vous, combien de déclarations de cessation d'activité la FSA a-t-elle enregistré en Normandie en 2019? Donc si vous pensez que c'est 532, vous ouvrez le bulletin bleu. Si vous pensez que c'est 843, vous ouvrez le rose. Et si vous pensez que c'est 1101, vous ouvrez le vert. Alors on lève bien haut, bien haut. C'est pas noté, hein, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Hein. Ok, c'est pas mal. Bon, on donne la réponse. Allez, passez. Et c'était la verte. Bravo, c'est qu'on trouvait la bonne réponse. Donc en fait, les déclarations de cessation d'activité, donc ce sont les agriculteurs qui se déclarent auprès de la FSA en disant on va arrêter notre activité. Sachant que c'est une démarche qui est volontaire et non obligatoire, ça veut dire que certains ne le font pas. Donc ça veut aussi sous-entendre que le chiffre de transmission est sous-évalué, potentiellement. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est de mettre en regard ce chiffre de déclaration d'arrêté en fait, de cessation d'activité avec le nombre d'installations. Donc pour la même période, en Normandie, c'était 318 installations aidées. Une installation aidée, c'est une installation pour laquelle la personne a reçu des aides à l'installation, une dotation jeune agriculteur, enfin ce qu'on appelle la DGA, la dotation jeune agriculteur. Le biais aussi de ce chiffre des installations, c'est qu'il ne compte pas les personnes qui ne demandent pas d'aide à l'installation. Donc le chiffre d'installation est aussi un petit peu biaisé. Donc les chiffres en agriculture, il y en a beaucoup, ils ne sont pas toujours vrais, ils ne sont pas toujours très justes. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'il y a quand même un différentiel, malgré tout, entre les gens qui arrivent en agriculture et ceux qui partent. Donc il y a un solde, ce qu'on dit en fait, il y a un solde naturel négatif, il y a plus de départs que d'arrivées. C'est ce que disait Manon dans son propos introductif, hein. C'est que, clairement, on assiste à un départ des campagnes, un départ des agriculteurs et des agricultrices des campagnes. Voilà. Ah oui, et en 2020, dans la Manche, on a compté 67 installations aidées. Voilà, pour 2020. Donc, autre question. Donc, en 2020, quel était le pourcentage de personnes hors cadre familial s'installant dans la Manche? Voilà, donc même principe. Je vous laisse réfléchir et voter avec votre post-it. Ah, pardon, je sais pas. Excusez-moi. Voilà, vous pouvez. Qu'est-ce que ça veut dire en fait familial? Je l'expliquerai après du coup. Mais c'est pas important pour la compréhension de Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a du vert, du rose, on a beaucoup d'air de rose, on a un petit peu de bleu. Ok. Donc la réponse était la réponse rose, 34%. Voilà, 34%. Donc, la notion de hors cadre familial, ce sont des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole, qui n'ont pas de parents ou de grands-parents qui ont une ferme familiale. Et donc pour ces gens, c'est d'autant plus compliqué d'accéder au milieu agricole. C'est déjà compliqué quand vous êtes issu du milieu agricole, donc quand vous êtes vraiment hors cadre familial, c'est encore plus compliqué. Il y a plein de notions un peu barbares en fait pour qualifier ces gens qui s'installent. Donc on parle de hors cadre familial, donc de HCF. On parle de NIMA aussi pour désigner les non issus du milieu agricole. C'est beaucoup de jargon. Hein. Et on parle aussi des néo-ruraux de façon plus globale pour les gens qui retournent dans la campagne. Voilà. Donc les néo-ruraux, ce ne sont pas uniquement les agriculteurs, ce sont les gens qui quittent la ville pour aller à la campagne. Et donc pour aller un peu plus loin, donc en 2020 dans la Manche, 16% des projets d'installation aidés étaient portés par une femme. C'est pas beaucoup. Voilà, donc en termes de parité, on est vraiment très très loin. Donc, on aimerait bien avoir plus de porteuses de projets. Donc ça, c'est inhérent à l'agriculture, qui est un milieu quand même très masculin. Allez, une dernière question. En 2020, quel était le pourcentage d'installation en agriculture biologique dans la Manche? Petit indice, la réponse était dans la presse cette semaine.
Qui a de la presse cette semaine? Ok. Et là, c'était 25%. Et donc la Manche est le premier département normand en termes d'installation en bio. Pourcentage en hausse aussi globalement. En 2019, on comptait 593 fermes bio dans la Manche pour une surface agricole utile de 7,3%. Ce qui signifie qu'en gros, sur 100 hectares, vous en avez 7 qui sont en bio. Donc la Manche est le premier département en termes de nombre de fermes et en termes de nombre d'hectares. Donc en Normandie, par rapport aux Français. Les Français sont très très loin, malheureusement. Mais au niveau normand, la Manche est le meilleur élève. Voilà, donc bravo à nous pour ce constat. Je te laisse la suite. Merci Luc pour ces chiffres qui aident à placer un peu le contexte, à comprendre qu'on a de moins en moins de paysans, que c'est difficile de s'installer, c'est encore plus difficile quand on est une femme, c'est plus difficile quand on n'est pas issu d'une vie agricole et qu'on n'a pas une ferme à reprendre. Donc c'est bien, mais c'est un peu dur de recevoir des fois ces chiffres-là. Au moins on est au courant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et comment on peut agir en tant que citoyen et en tant que collectivité pour ça. Donc Terre de Liens, le mouvement en lien avec la Fédération nationale de l'agriculture biologique, la FNAB, et puis un bureau d'analyse sociétale qui s'appelle VASIC, on a développé un outil qui s'appelle Parcelle, encore un acronyme, qui veut dire pour une alimentation résiliente, citoyenne et locale, merci, qui est un outil ludique, qui est gratuit, que vous trouvez sur le web et dont l'objectif est d'aider à faire le lien entre l'alimentation et ce qui se passe sur le territoire. Donc là, on arrive vraiment au cœur de notre sujet, de ce qui nous intéresse, je crois. Donc en fait, on s'est dit, si on veut relocaliser l'alimentation chez nous, si on veut mettre plus de bio, ben en fait, ça va vouloir dire quoi en termes physiques sur le territoire. Donc, cet outil-là, Parcelle, c'est un calculateur qui a été conçu par ces trois Terre de Liens, la FNAB et le VASIC, qui se base sur les données publiques et qui a vocation à modéliser un peu les impacts de ces choix qu'on pourrait faire au niveau d'un territoire, dans le cadre d'un programme alimentaire territorial par exemple, mais aussi de la politique d'une commune, d'une communauté de communes. Et d'essayer de voir un peu ce que ça peut faire. Donc, on a un calculateur en ligne dans lequel on peut essayer de dire, voilà, pour tel territoire, par exemple, au hasard, la communauté de communes, Grande Ville, Terre et Mer. Pour toute sa population, si on veut reterritorialiser les filières alimentaires, ça veut dire avoir du 100% local pour nourrir la population. Si on veut essayer de jouer sur les modes de production agricole, on va voir aller au moins 50% de bio sur ces terres-là. Et puis aussi jouer un peu sur notre assiette, puisque ils se sont, en développant cet outil-là, on s'est rendu compte que le fait d'avoir notamment des produits animaux dans l'assiette va avoir beaucoup d'impact sur les surfaces, par exemple, qu'il faut pour produire de la nourriture. Donc voilà, en jouant, par exemple, en diminuant, on pourrait diminuer de 25% la présence des produits animaux dans l'assiette par rapport au régime actuel. En faisant ces choix-là, on va faire tourner le calculateur et essayer de voir quel impact ça a en termes de surface agricole. Ça veut dire combien il faut de surface agricole utile sur le plan ville, terre et mer pour pouvoir réussir ces objectifs-là. Combien d'emplois agricoles sont nécessaires pour produire la nourriture sur ces terres-là. Et également, quels impacts écologiques sont associés. J'ai dit un peu en introduction aussi que les terres agricoles en soi, c'est pas quelque chose qui est isolé, c'est un sol, il y a de l'eau qui la traverse, il y a des haies, il y a de la biodiversité, etc. Et donc, de jouer sur ces trois leviers d'action-là, ça va avoir aussi des impacts écologiques sur ces hectares et sur les personnes qui consomment de l'alimentation issue de ces terres-là qui arrivent. Donc, j'ai fait tourner, vous pourrez le faire sur votre smartphone après nous avoir écouté attentivement, bien sûr. Vous allez voir, c'est assez ludique. Donc moi, j'ai fait tourner, je vais tourner un petit peu,
pour le territoire de Grand Luther-et-Mer, si on voulait, pour toute la population, donc relocaliser 100% d'alimentation, pour ce qui peut pousser ici, on ne va pas avoir la globalisation évidemment, etc., mais tout ce qui pourrait être ici, si on le relocalisait totalement, 50% en bio, et en diminuant de 25% nos produits animaux, eh bien on aurait besoin, sur Grand Luther-et-Mer, d'avoir une surface agricole utile de 17 000 hectares, avec plus de 1000 personnes qui travailleraient à produire de la nourriture et à la transformer, et également un impact écologique avec une réduction d'émissions de CO2 par hectare par rapport à ce qui existe actuellement. Voilà, ça vous donne deux grands chiffres comme ça, et l'intérêt de ce calculateur-là, c'est après d'aller plus loin et de comparer avec ce qui existe actuellement. Je suis allée voir juste pour les surfaces, par exemple. On voit que sur le territoire de Grand Luther-et-Mer, vous avez environ 17 545 hectares de terres agricoles. Donc rien que de voir ce chiffre-là, en fait, qu'est-ce que ça nous donne ? Il faut vous dire que cet outil-là, ce qui est intéressant, c'est les comparaisons, les ordres de grandeur dans les territoires et entre territoires. Donc ça veut dire que là, les objectifs qu'on a de 100% d'alimentation locale et 50% de bio, eh ben, c'est faisable. C'est faisable parce que vous avez à peu près le nombre d'hectares sur votre territoire pour tenir ces objectifs-là. Et l'intérêt, j'ai laissé là sur le côté le petit changer mes paramètres. Vous allez pouvoir jouer en réfléchissant par exemple à votre programme alimentaire territorial, relocaliser que 50%. Donc, si on se met cet objectif-là, qu'est-ce qu'il nous faut ? Si on veut mettre 100% de bio, on y va. Si on reste avec notre régime actuel, voilà. Vous allez pouvoir jouer avec ces paramètres-là et voir un peu ce qui se passe chez vous et si c'est ce qui est faisable ou pas. Là, on est à l'échelle de la communauté de communes, mais par contre, peut-être que pour nourrir toute la population de Carole, est-ce qu'il y a assez d'hectares agricoles pour le faire sur la commune ? Est-ce que c'est le cas aussi pour Grandville, etc. On va voir que ça permet de se rendre compte qu'il faut réfléchir à différentes échelles territoriales et qu'on n'est pas isolé sur notre territoire. Par exemple, vous vous rendez compte que si vous faites tourner pour l'Île-de-France, nourrir toute la population de l'Île-de-France, ça va être compliqué. Vous n'allez pas avoir assez de surface agricole, 500 000 hectares à peu près, alors qu'il en faudrait, avec les mêmes paramètres, plus de 4 millions. Donc c'est un problème. Comment on fait ? En fait, on regarde que la région centre à côté, elle va avoir plus d'hectares que nécessaire pour nourrir sa population. Donc en fait, cet outil-là, c'est vraiment pour réfléchir, c'est une aide à la discussion, c'est un appui aux décisions et c'est pas une boule de cristal, c'est pas, on s'est basé sur des données publiques certes. Si vous allez vraiment au niveau de la commune, vous pourrez peut-être avoir quelques différences, mais ça permet de comparer, de donner des ordres d'idées et de voir ce qui est réalisable ou non, et aussi travailler ensemble, donc les territoires les uns avec les autres. Voilà. Merci. Et sur parcelle, je voulais rajouter une chose. On parlait de réduire la quantité de viande. Le constat, c'est qu'on a, ce qu'on remarque chez Tardion, c'est qu'on a besoin de l'élevage en termes d'agronomie des sols notamment. Donc on ne fait pas le porte-étendard du mouvement végétarien ou du véganisme, c'est ce qu'on a un peu taxé des fois à Tardion. C'est que l'idée, c'est de réduire la part de la protéine animale, vu que c'est ce qui consomme beaucoup d'énergie déjà, et ce qui consomme aussi de la surface agricole. Voilà. Mais en tout cas, on est plutôt sur une réduction de la consommation carbonée. Si certains veulent être végétariens, c'est leur droit, et c'est comme une droit. Mais en tout cas, il n'y a pas d'incitation au véganisme, comme on a pu le lire dans la presse. Je tenais à le dire pour remettre un peu les points sur les i. J'ai un petit passe. Du coup, on l'a vu, Manon vient de le dire, avec Parcelle. Ce qui est intéressant, c'est que ça introduit en fait la notion d'interdépendance entre les territoires. Et les territoires qui n'auront pas assez de surface agricole, Île-de-France, typiquement, pour être autonomes. Eh bien, c'est pas grave. On a la chance d'avoir un pays qui est assez grand pour nourrir tout le monde. Et on a même fait la simulation sur Parcelle avec toute la population française. Et donc on avait assez de terres agricoles pour nourrir toute la France, et il nous restait même quelques millions d'hectares en plus, voilà, pour faire un peu, pour s'amuser à exporter, hein, voilà, vu qu'on a un pays qui aime beaucoup exporter, hein, donc on a beaucoup de ports pour ça, donc on en profite. Hein, et donc on avait fait le test et ça marche aussi à l'échelle de la France. Voilà.
Et donc, comme disait Manon, c'est pas une boule de cristal, on ne prédit pas l'avenir avec cet outil-là. C'est un outil de mise en débat et de réflexion pour les élus et pour les habitants du territoire. Et donc, Terre de Liens, nous, on est souvent approchés par les collectivités pour différentes problématiques. Donc là, j'ai pris 3 exemples en Normandie, mais j'aurais pu en citer d'autres et j'aurais pu même aller plus loin avec d'autres exemples en France. On est approché notamment par Rouen Métropole, qui souhaitait développer un observatoire du foncier sur son territoire, donc intercommunalité de 500 000 habitants en Seine-Maritime. Donc observatoire foncier en faveur de l'installation. Le constat, c'était de se dire j'ai envie de savoir qui s'installe et qui transmet sur le périmètre de l'interco. Il faut savoir que c'est une interco où il n'y a pas beaucoup de dynamique agricole, vu que c'est très urbanisé, et qu'en Seine-Maritime, les ventes de foncier, c'est très compliqué. C'est pas comme dans la Manche où c'est plus simple. Donc c'est un exemple d'accompagnement. Donc on a monté cet observatoire foncier avec la métropole, et la métropole a souhaité que tous les acteurs agricoles soient autour de la table. Donc le champ d'agriculture, le mouvement l'Aigle Bio-Normandie, Terre de Liens, le CIVAM, la SAFER aussi. Donc vraiment tout le champ politico-agricole. Donc il n'y avait pas de guerre de chapelle. C'est une démarche qui était très inclusive et très intéressante. Le Havre Métropole, alors eux ils ont une démarche autre aussi. Ils ont acheté une ancienne ferme, ils ont transformé en espace test agricole pour permettre à des porteurs et des porteuses de projets de se tester en maraîchage. Donc ils pouvaient se tester sur des petites parcelles de quelques milliers de mètres carrés. Et l'idée c'était que nous on puisse accompagner ces gens qui se testent sur la recherche de foncier en dehors, après le test. Donc une fois le test terminé, le test de 3 ans, de pouvoir les accompagner sur la recherche de foncier. Donc c'est une façon d'accompagner une collectivité en faveur de l'installation. Là, l'objectif de Havre Métropole, c'était de recréer une ceinture maraîchère autour du Havre pour nourrir notamment la population. Et sur la commune de Carolles, donc on a été, donc pour les contacts avec Victor, c'était l'été 2020. C'était été 2020. Et donc ce qu'on souhaite développer sur Carolles, c'est une double approche. Sensibilisation des élus et des habitants du territoire et veille foncière. Donc sensibilisation, c'est déjà ce qu'on fait ce soir en partie, et la veille foncière, l'idée c'est d'identifier le foncier mobilisable sur la commune de Carolles pour voir s'il n'y a pas des installations à faire ou conforter des fermes existantes. Voilà, on verra ce qui est possible de faire. Donc on a déjà commencé à travailler en ce sens pour identifier du foncier. Et donc, je me permets aussi de faire un petit appel si jamais vous êtes habitant du territoire ou vous avez des terres communales, des terres en propriété et que vous ne savez pas comment faire, vous souhaitez les vendre ou les louer, et si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous. Voilà, on peut répondre aux questions, c'est un service qui est gratuit, hein, il n'y a rien à payer. Voilà, il ne faut pas rester dans ses interrogations. Donc la commune de Carolles a aussi la particularité d'être en bord de mer, donc ça veut dire qu'elle a un peu la moitié de son territoire qui est sous l'eau, donc c'est ballot, mais on fait rien pousser en fait sous l'eau. Donc forcément ça réduit le champ des possibles aussi pour l'installation. Et comme toute commune aussi en bord de littoral, elle est forcément soumise à la spéculation et à la pression, notamment sur le foncier. Donc voilà, donc on a aussi ça en tête. Mais on sait que la commune de Carolles est volontariste en tout cas sur cet aspect. Voilà, c'était un panel un peu rapide des actions qu'on mène avec les collectivités. Il y a d'autres exemples en France qui sont super intéressants et je vous laisserai aller sur le centre de ressources, donc on verra ma collègue tout à l'heure, qui recense plein d'initiatives si vous souhaitez aller voir ce que peut faire Terre de Liens avec les collectivités. Voilà. Et je vous passe la parole. Voilà, donc à Terre de Liens, on a vu qu'on travaillait avec les collectivités, par exemple pour leur stratégie foncière, pour des projets particuliers d'installation en régime municipal, par exemple des paysans qui font des cantines, etc. Il y a plein de choses possibles. On travaille également avec les citoyens sur, tu as dit le maître mot tout à l'heure de veille foncière, c'est-à-dire qu'on a un réseau de citoyens et de bénévoles, on en cherche toujours des bénévoles d'ailleurs, n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressés, qui font de la veille foncière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aider donc les porteurs de projets agricoles à trouver des terres, que ce soit achetées par Terre de Liens ou pas. La difficulté, on l'a dit tout à l'heure, surtout quand on est non issu du milieu agricole, que des fois on n'est pas du coin non plus, pour trouver des terres, la plupart des annonces se font en fait au bouche à oreille et c'est assez compliqué. Et le fait d'habiter un territoire, vous, d'avoir un réseau sur place, de connaître du monde, ça
ça peut être vraiment très précieux pour les jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui arrivent et qui ont envie de s'installer. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaie de développer à Terre de Liens. Donc je vais faire un petit zoom parce qu'on nous pose souvent la question de comment ça se passe pour Terre de Liens pour l'achat de terre. Donc je vous ai dit tout à l'heure que nous on est une association territoriale, donc en Normandie. Les associations territoriales sont réparties en fédérations et on fait partie d'un mouvement qui est composé donc, d'une foncière, je vous mets là sur la gauche, qui est une société d'investissement solidaire, et d'une fondation reconnue d'utilité publique. La foncière et la fondation, ce sont ces deux organismes-là qui sont propriétaires en fait des fermes Terre de Liens. Nous, notre association, dans notre petite asso, notre grande asso, on n'est pas propriétaire foncier, mais on travaille conjointement avec la foncière et la fondation pour l'achat des terres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous, c'est vous et moi qui accueillons des porteurs de projets, qui accueillons des cédants, des personnes qui veulent transmettre leur ferme et qui ont envie que cette ferme-là, elle disparaisse pas, qu'elle soit reprise par les jeunes, qu'elle soit reprise en bio. Et voilà, nous, on va faire tout ce travail-là d'identification, donc trouver un porteur de projet, trouver une ferme, voir que ça correspond, parce qu'on n'installe pas n'importe quel projet sur n'importe quelle ferme, il faut que ce soit cohérent, on est attentif, on a tout un groupe, un comité de bénévoles et salariés qui discute avec les personnes qui veulent s'installer, qui voient si leur projet est cohérent avec la ferme. L'idée c'est que ça se passe bien, que ce soit que ça marche quoi. Et ensuite donc ça va être la foncière ou la fondation qui achète. Ils achètent comment? Donc pour la foncière c'est les citoyens, comme vous et moi, qui pourront placer notre épargne à la foncière. On pourra en discuter après si vous voulez. L'idée c'est pas de faire la pub non plus, mais pour vous expliquer, c'est comme prendre des actions, sauf que vous ne gagnez pas d'argent dessus. L'idée c'est que ça serve à installer des personnes. Quand vous dites votre argent, elle sert à une cause écologique et locale, parce que souvent les gens qui prennent des parts, c'est pour des fermes qui sont sur leur territoire. Et pour la fondation, là, c'est des dons, donc comme quand vous faites un don à, je sais pas, Médecins sans frontières ou peu importe, ça permet à la fondation d'acheter des terres et des bâtiments pour installer des dons. Et donc la foncière et la fondation font des baux ruraux environnementaux pour louer aux paysans qui s'installent les terres et ou les bâtiments de leur ferme. Un bail rural environnemental, en quelques mots, c'est un bail avec des clauses environnementales et dont on impose notamment de respecter le cahier des charges de l'agriculture biologique. Ce qui nous permet en fait d'être sûr que les terres soient un minimum bien entretenues, quoi, pour recouper avec l'objectif qu'on s'est donné au départ de faire un reconservatoire des espaces agricoles. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc, en tant que citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut s'investir dans les associations, rejoindre à Terre de Liens Normandie, pour aider, pour donner de son temps aussi, et développer nos actions. Un petit point en Normandie. Au 31 décembre 2021, nous étions donc à 31 fermes Terre de Liens, 41, pardon, fermes Terre de Liens en Normandie. Ça veut dire qu'on a, c'est quoi une ferme Terre de Liens? Ça peut être soit juste des terres et les paysans sont propriétaires de leur bâti, ou parfois Terre de Liens a acquis les deux. En fait, à chaque fois, c'est des cas particuliers en fonction du territoire, en fonction du cédant, en fonction du repreneur. Voilà. Chaque cas est différent, mais ce sont 41 endroits où des paysans, donc là on a 53 paysannes et paysans qui sont installés, qui ont pris des baux environnementaux avec Terre de Liens. Et sur ces 41 fermes, on a donc plus de 1000 hectares maintenant en propriété un peu mis en commun. C'est concrètement Terre de Liens qui est propriétaire, mais derrière en fait c'est des milliers de personnes qui ont soutenu ces installations. On a fait un petit zoom là à droite sur la communauté de communes de Grandville-Térémer. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs fermes qui sont sur la commune ou juste à côté. Donc on va voir la Livonnière, c'est à Longville, je crois que c'est ça. Donc Stéphane Le Chartier qui est installé en lait bio, on va chez en bio. Également, alors Boiselière, le siège de l'exploitation, c'est chez Côme Pascal, peut-être que vous connaissez, qui fait du porc de Bayeux. Le siège d'exploitation est à Vert, mais il y a des terres sur la Meurbraquière,
Donc ça compte, c'est aussi sur dans le périmètre. Et puis également, alors on l'a placé pour ce soir, même si pour l'instant c'est pas encore une ferme Terre de Liens, mais ça va très vite le devenir. La ferme de la Dantotière, donc à Saint-Sauveur-la-Pommeraye, où on a Julie et Virginie qui font des vols de chair. Donc je passe tout de suite la parole. Yes, merci. Juste pour revenir sur la carte, donc comme l'a dit Manon, effectivement, ça peut être des fermes entières ou des bouts de ferme. Par exemple, ça va, en termes de taille, c'est assez variable en fait. Par exemple, si je prends le point Le Vernet, qui est dans le centre-manche, là, c'est 10 hectares par exemple. Alors, tandis que, par exemple, la Flaguée, le point rouge qui est en haut du Calvados, du coup au nord-ouest du Calvados, la Flaguée, c'est l'ensemble des bâtiments plus 92 hectares. Donc c'est très variable et donc ça s'étudie en fonction des projets. Et donc parfois effectivement on achète les bâtiments, donc l'ensemble du corps de ferme. Et en termes aussi d'ateliers, donc on est en Normandie, donc on a plutôt un prisme vers l'élevage. En tout cas, les gens qui viennent voir, c'est plutôt pour des projets d'élevage. Mais il y a un petit peu tout, on a du maraîchage, on a des chèvres, des brebis, du pain. On voit des volailles, on a du lait, de la viande. On n'a pas encore de bière, malheureusement, mais ça ne se retardait quand on travaille pour. On a des orties aussi. Donc voilà, c'est un panel assez large. On est assez content globalement de ce qui se passe. Et donc là, ce sont les fermes qui ont été achetées ou au moins en cours d'être achetées. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, notamment beaucoup dans la Manche, dans l'Orne et dans le Calvados. L'ex-Haute-Normandie est un petit peu à la traîne, c'est pas grave, ils nous rattraperont un jour. Hein. Mais c'est vrai que ça s'explique par des différences en termes de dynamique foncière, où on s'installe davantage en ex-Basse-Normandie qu'en ex-Haute-Normandie, notamment. Voilà, c'est une des raisons. Et aussi parce que le foncier est plus accessible en Basse-Normandie qu'en Haute-Normandie. Le prix à l'hectare est plus accessible. Bon, ça commence un peu à augmenter, on va dire que la dynamique de prix très élevée commence aussi à tout doucement à glisser sur nous, mais pour l'instant on résiste bien. Voilà. Donc on a la chance ce soir d'avoir une future paysanne Terre de Liens qui est déjà installée, donc Julie. Julie, je t'invite à venir du coup. Tu peux monter sur scène. Merci. Donc voilà, donc on voulait aussi terminer du coup la soirée par un témoignage. On s'est dit autant amener du concret, hein, c'est toujours plus parlant. Donc Julie, donc tu es installée à Saint-Sauveur-la-Pommeraye. Est-ce que, j'ai quelques questions, est-ce que tu peux nous dire, nous parler de ta ferme, qu'est-ce que vous faites conjoint, depuis quand, voilà. On est installé depuis 2012 à Saint-Sauveur-la-Pommeraye, en volaille de chair, sur une surface de 8 hectares. Quand on s'est installé, on savait que c'était pas assez au niveau surface pour être totalement autonome pour alimenter nos volailles. Donc on cherchait un petit peu de temps en temps, mais il n'y avait rien à proximité de la ferme. Et donc en 2019, j'ai appelé Loïc pour dire qu'il y avait un grand champ, une complète ferme qui était libre en fait. C'était en friche et tout. Donc je voulais savoir ce qu'on pouvait faire à partir de là. Et puis je te disais à ce moment-là aussi que nous on avait besoin de à peu près 15 hectares supplémentaires pour pouvoir être autonome en alimentation des volailles et créer un nouveau projet qui est une huilerie pour faire de l'huile de colza de tournesol. Et donc j'ai lui qui l'a cherché et il a trouvé plein d'hectares. Voilà. Il y avait 30 au départ, mais on n'a pas réussi à avoir les 30, mais on a 23 en plus. Ouais. Il y avait une trentaine d'hectares, plus une maison et des bâtiments, et donc ça a réduit un petit peu à la cuisson. Et alors, on a dû perdre un petit peu de bâtiments et environ 7 hectares, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis c'était la problématique initiale, c'était monter l'autonomie du cas. Ouais.
Ouais, parce que nous, quand on s'est installé, on savait clairement que c'était pas suffisant, qu'il fallait rapidement, entre 2012 et 2019 déjà, on pensait pas que ça allait mettre autant de temps, et puis entre 2019 et là 2022, on voit que le projet n'est toujours pas abouti, même si nous on cultive les terres depuis 2021 là-bas. Voilà, c'est des problèmes de SAFER et de notaires qui font que ça traîne. Et donc, pourquoi avoir fait appel à Terre de Liens et qu'est-ce que ça vous a apporté de faire appel à Terre de Liens? Pourquoi faire appel à Terre de Liens? Parce qu'on ne pouvait pas nous racheter des hectares supplémentaires. On a déjà, en termes de finances et tout, on avait déjà pas mal emprunté à la banque en 2012, donc on ne pouvait pas se permettre de refaire un crédit sur du foncier, sachant que là, les terres, c'est à peu près 10 000 € de l'hectare à Saint-Sauveur-la-Pommeraye. Donc voilà, ça refroidit un petit peu, donc c'est pour ça, c'est pour ça que je vous ai contacté. Ouais. C'est sympa. Aussi. J'ai été naïf, ça. Non, effectivement, comme je le disais, le prix des terres à Saint-Sauveur-la-Pommeraye, on était rendu sur donc 10 000 € l'hectare pour les très bons labours, et on avait d'autres l'hectare plus était à 6 500. 6 000 parce qu'il y a un fonds de vallée, ouais. Voilà, il y a un fonds de vallée donc à 6 000 € l'hectare. C'est des prix qui globalement sont déconnectés. Enfin, ça c'est mon point de vue. Ils sont déconnectés aussi du potentiel agronomique qu'on peut en tirer. Et donc en fait, il faut savoir que le prêt agricole, il est fait aussi parce qu'il y a de la spéculation, et donc parfois c'est aussi un peu la surenchère, c'est celui qui mettra la plus grosse valise de billets. Donc il y a des tentatives de régulation de ces prix-là, mais c'est pas toujours c'est pas toujours possible de réguler. Et donc on se retrouve avec du foncier qui augmente systématiquement, et donc avec des agriculteurs et agricultrices qui ne peuvent plus s'installer, qui ne peuvent plus acheter de foncier. Et comme en parallèle, il faut acheter aussi le matériel, les animaux, la nourriture pour les animaux, et que tout ça, ça coûte aussi de l'argent. Et c'est voilà, le constat aussi de Terre de Liens, c'est de se dire la terre, c'est possible de la louer, et puis pour pas très cher. Donc c'était aussi le constat d'origine de Terre de Liens, c'était de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Ou en tout cas, voilà. Donc c'était un peu le principe. Et donc là, les perspectives pour cette ferme à la Dentotière, enfin le nom du projet, la Dentotière, c'est le lieu-dit à Saint-Sauveur-la-Pommeraye. Et donc combien d'hectares et pour quel atelier, qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Donc là, on a récupéré 23 hectares, même si on est là-bas mais sans bail, quoi. On cultive les terres sans rien. Donc il y a 23 hectares, donc tout n'est pas cultivable, loin de là, il y a pas mal de prairies et puis comme je disais tout à l'heure, un fond de vallée avec du bois, du marais, tout ça, c'est joli. C'est beaucoup de biodiversité du coup. Et donc là ça va être pour la culture des céréales, pour l'alimentation des volailles et des oléagineux pour l'atelier de l'huile. Voilà. Après, on reste là où on est actuellement. Notre élevage, il reste à la Rigoté. Voilà. C'est juste une extrusion, c'est juste à côté, quoi. Donc, volaille de chair, huile de colza, autre chose ou culture. Et où est-ce qu'on pourra acheter des produits? Un promo, c'est pas grave. Au Biocop et sur le marché de Granville. Vous avez entendu, vous pouvez acheter sur le marché de Granville. Voilà, donc précipitez-vous sur le marché de Granville. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot à ajouter peut-être? Non, ok. Merci beaucoup. Donc on va passer à la phase des questions. Je vois monsieur qui lève le bras et je vais vous passer le micro tout de suite. Sur la partie vallée, vous faites quoi Sur la partie vallée. On fait rien. On laisse. En fait. Vous n'êtes pas obligé de créer quelque chose de nouveau, je ne sais pas quoi. Ah non, surtout pas, non. Non, il y a à peu près, je sais pas, 1,5 hectare à peu près, ouais, de zone naturelle, quoi. On laisse comme ça. C'est pas grand, parce que non. c'est pas ce qu'on avait compris. Julie, un mot important, c'est que ça te permet de t'installer aussi, c'est ça?
cette production. Oui, bah moi j'étais sur la ferme depuis le début, mais pas à titre principal, c'est-à-dire que c'était conjoint collaboratrice. C'est un statut un peu bâtard qui parle, enfin, qui existe. Qui est très précaire, un statut très précaire. Ouais, précaire, pardon. C'est pas mal. Mais voilà. Et, du coup, oui, bah, je suis installée depuis 2021. Parce que je voulais. Je voulais pas m'installer tant qu'on n'avait pas de nouvelles terres en fait. Voilà. Si vous avez des questions sur la ferme de Julie et Virgile, ou bien sur ce qu'on a vu juste avant, c'est le moment de les poser. Voilà. Donc, n'hésitez pas, faut pas être timide. Donc on va passer le micro, ne vous inquiétez pas. Merci. Est-ce que vous avez eu les aides à l'installation, s'il vous plaît? Bah, je les ai demandées, mais je les ai pas parce que justement il n'y a rien qui a été fait chez le notaire en fait pour l'instant. Donc je suis en attente. Voilà. Donc là, Terre de Liens n'est pas encore propriétaire de la dentotière. Bah, on est prêt à signer depuis des mois et des mois quoi, en fait. Et pourquoi c'est aussi long? Alors, donc le premier truc, c'est à cause de la SAFER, en fait, c'est la SAFER qui était dans le coup, qui était, comment on appelle ça La SAFER, du coup, la SAFER, c'est un organisme privé qui a une mission de service public et qui est chargé de réguler le marché foncier et d'attribuer les terres agricoles aux personnes qui en font la demande. Donc voilà, donc elle a connaissance de tout ce qui se vend dans le domaine agricole. Elle peut intervenir sur une très grande partie des ventes, mais pas sur toutes les ventes. Il y a des manières d'empêcher la SAFER d'intervenir sur une vente. Et donc la SAFER, sur ce dossier-là, donc elle était propriétaire d'un peu de terre agricole sur son sol dans la Pommeraye. Et faut dire que le dossier a commencé juste après on a été confinés, donc ça n'a pas aidé non plus au bon déroulé. Entre-temps, le conseiller foncier du secteur a changé, c'était un autre. Voilà, donc il y a eu pas mal on a un peu galéré en termes humains, en tout cas, pour se mettre raccord sur le projet. Et aujourd'hui, avec la SAFER, tout est OK, les papiers sont sur le bureau du notaire. Et c'est le notaire qui, pour l'instant, n'a pas encore rédigé la promesse d'achat. En fait, hein. Donc, en fait, là, on attend l'acte de la part du notaire, parce que les notaires sont des personnes débordées aussi. Hein, voilà, donc, la crise sanitaire n'a pas aidé. Donc c'est en attente. Et donc, ouais, nous notre côté, du côté des fermiers et du côté de Terre de Liens, on est prêt depuis le mois de septembre. Et donc on attend patiemment pour l'instant, mais peut-être de façon moins patiente demain en tout cas, que ça se décompte. Voilà. C'est pas normal que ce soit aussi long. C'est pas normal effectivement, et malheureusement ça peut arriver. On a eu un dossier, il n'y a plus la carte, mais on a eu un dossier en Calvados qui a pris. Comment ? Dans notre pays, c'est général, tout est comme ça. Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer sur ce genre de débat effectivement, mais c'est. Non mais c'est vrai qu'il y a des loupés, clairement, et puis des fois ça peut être des loupés administratifs, et sur un autre dossier dans le Calvados par exemple, ça aurait dû être signé le 31 mai et ça a été signé à la veille de Noël par exemple, donc pas le 31 mai. C'est lamentable. Donc pour des soucis de notaire aussi, encore une fois, mais ça reste des humains quoi, donc mais ça peut parfois mettre en péril des installations, voilà, et ça peut empêcher des projets très concrets de voir le jour. Mais alors, vous êtes quand même en fermage avec les propriétaires actuels, non? Non, du coup, en fait, aujourd'hui, les terres, elles appartiennent à la SAFER, qui les a achetées, et qui attend, en fait, ils ont tout acheté, hein, donc, et là, l'idée, c'est de les revendre, en fait. L'idée, c'est de les revendre à Terre de Liens, qui va les racheter. Et donc, pour l'instant, il n'y a pas de statut du fermage. Pour l'instant, il n'y a pas de
n'y a pas de contrat globalement, je pense, dessus, je n'ai pas l'impression. Voilà, c'est un statut un peu. C'est un bail de fait. C'est un bail de fait à partir. Je ne sais pas si avec la SAFER ça fonctionne comme ça. Non, en fait, il peut y avoir en fait des contrats. En fait, la SAFER peut mettre en place ce qu'on appelle des CMD, des contrats de mise en exploitation. Donc ça ne vaut pas un bail agricole. Ça peut être signé. Ils en ont signé un là, il n'y a pas très longtemps sur des terres là, qu'on a achetées. Il avait signé un contrat de 4 ans par exemple. 4 ans, ça devait permettre à Terre-de-Liens de se laisser le temps pour acheter. On a acheté en 1 an et demi. Donc en fait, une fois qu'on a acheté, le contrat en fait est cassé. Ce n'est pas un bail classique. Et après, quand ça part avec Terre-de-Liens, ça part sur un bail de 9 ans. Donc en agriculture, un bail de 9 ans, ça se renouvelle tous les 9 ans. C'est un peu une tacite reconduction, comme votre contrat d'assurance en fait. Donc tous les ans, ça se renouvelle. Tous les 9 ans, du coup, ça se renouvelle avec les clauses environnementales qui s'appliquent comme initial. Voilà. Est-ce que Terre-de-Liens a des difficultés avec la SAFER dans ce type d'échange où parfois la doctrine, je dirais, la SAFER qui est d'aider les jeunes exploitants en respectant les enjeux environnementaux, n'est pas tout à fait respectée parce qu'on sait aussi que la SAFER est gouvernée par des exploitants locaux qui peuvent avoir intérêt aussi à se redonner les terres disponibles, sans forcément donner aux jeunes exploitants avec des volontés de protection de l'environnement. Alors, je souris parce qu'à chaque fois on me pose la question dans chaque réunion publique. Nous, on travaille globalement bien avec la SAFER, ça se passe bien. On n'a pas de convention avec elle, donc on n'a pas d'obligation morale, technique ou politique à travailler avec la SAFER. Donc ça veut dire qu'on peut aussi, je vais être un peu vulgaire, mais on peut aussi leur dire merde, des fois, clairement, ou voilà, vous nous embêtez, on n'a pas envie de travailler avec vous. Donc on a le droit aussi de s'opposer aussi un peu à ce qu'ils veulent faire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la SAFER, c'est pas toujours vrai, il y a aussi beaucoup de fantasmes, donc faut pas non plus oublier que sur, admettons, une terre agricole qui est en vente, il y a 10 personnes qui sont intéressées, il y en a une qui sera contentée et 9 qui seront pas contentes. Donc globalement, il y aura plus de monde qui seront pas contents que des gens qui sont contents. Et encore, des fois, la personne qui est contentée, elle est pas contente. Donc c'est autre chose. Mais globalement, la SAFER, elle essaye de faire son job de régulateur. C'est vrai que, en fait, la SAFER, moi, je compare toujours à un outil, en fait. C'est que, après, ils aiment pas trop quand je parle comme ça d'eux, mais je compare toujours ça à un marteau. Un marteau pour planter des clous, c'est super, c'est un très bon outil. Par contre, moi, si je veux faire du marteau pour taper sur ma voisine, c'est pas génial. Donc en fait, par exemple, la SAFER, en fait, ce qui va être bien avec la SAFER, c'est comment vous utilisez l'outil. C'est une super boîte à outils, la SAFER. On est le seul pays en Europe à avoir ce genre d'organisme. Et c'est une vraie chance d'avoir une SAFER. Parce qu'elle permet aussi vraiment de réguler. Pas très loin d'ici, en Belgique, pardon, je dis pas très loin parce que moi j'ai le nord de la France, mais je sais que pour vous c'est un peu plus loin. Mais en Belgique, le prix du foncier, c'est déconnant, on est à 60 000, 80 000, 100 000 euros l'hectare, il n'y a pas de régulation. Donc imaginez-vous, vous installez, vous êtes à 10 hectares à 100 000 euros, je laisse faire le calcul, c'est inenvisageable. En Allemagne, le prix moyen du foncier, il est entre 30 et 40 000 euros l'hectare. En France, le prix moyen du foncier, il est à 6 000 euros l'hectare. Donc on a quand même cette chance, et certains taxent à SAFER d'organismes communistes. Donc là, on est clairement loin du communisme, clairement. Mais on a cette chance vraiment d'avoir une SAFER. Effectivement, on n'est pas toujours d'accord avec elle sur la politique, mais effectivement, elle est composée. Elle a un comité technique qui est composé en fait des syndicats agricoles, des banques, des collectivités, et donc qui votent en fait sur les projets. Donc on peut ne pas toujours être d'accord, mais globalement nous, à peu près 9 projets sur 10 se font avec la SAFER parce qu'on a besoin de leur savoir-faire, clairement. Donc, et quand on connaît un peu la machine de l'intérieur, en fait on se rend compte que tout n'est pas noir ou blanc, c'est un nuancier de gris, clairement, et que parfois on peut se dire sur ce dossier-là j'ai pas compris, et quand il nous explique un peu le dossier, on se dit effectivement j'avais pas les éléments de contexte et c'est vachement différent. Mais bon, ça, quand la SAFER fait des choses bien, on n'en parle quasiment pas. Quand elle fait des choses mal, on en parle tout de suite. Donc ça, c'est pareil dans n'importe quel domaine. Donc, par exemple, si je peux me permettre, en Normandie, ça arrive que des fois ce soit des techniciens SAFER qui appellent Terre-de-Liens pour dire tiens, il y a telle ferme qui va se libérer, je sais que vous avez un porteur de projet. Voilà. Voilà, je ne dis pas que c'est la majorité, mais ça peut
ça peut arriver aussi, donc on essaie de travailler en voie d'intelligence. Et puis pour Terre de Liens, le fait qu'il y ait, donc ça passe en comité, nous, au niveau de l'association, qu'ensuite ça va à la fondation ou à la foncière, ça peut mettre du temps parfois, alors que des fois les vendeurs sont très pressés de vendre leur terre. Et donc ça peut être aussi la SAFER qui bloque les terres en fait, et qui ensuite fait une rétrocession. J'utilise les mots parce que moi c'est pas ma spécialité, mais ça arrive que sur la SAFER on n'aurait pas forcément pu, avec les porteurs de projets qu'on avait, installer les personnes. Et puis il y a des fois où ça se passe mal aussi. Mais merci de le préciser. En fait, effectivement, la SAFER peut jouer ce rôle de tampon en achetant les terres, en les stockant temporairement, pour permettre à des organismes comme Terre de Liens de monter le projet, de trouver les financements. Et donc ça, c'est aussi une vraie chance, parce qu'effectivement, quand vous avez des vendeurs qui veulent vendre impérativement avant la date butoir du 31 décembre, par exemple, pour un fermier qui est en retraite, faut savoir que si, admettons, un fermier arrête le 31 décembre, eh bien l'année est terminée. S'il ne fait ne serait-ce que 2 jours au mois de janvier, il doit payer une année entière de MSA, de cotisation. Et je peux vous dire que c'est pas gratuit la MSA, encore aux agriculteurs. Donc, par exemple, sur le dossier de Loiselière, donc à la Landraquière, la SAFER a acheté les terres, elle les a stockées pendant 1 an et demi, parce que le cédant voulait partir au 31 décembre. Et donc le jeune s'est installé effectivement au 1er janvier. Ça a permis à l'agriculteur qui partait de ne pas payer de MSA. Ça a permis au jeune de bien démarrer dans les clous au 1er janvier, comme c'était prévu dans son étude économique. Et la SAFER a acheté, donc elle a acheté pour 300 000 € de terres agricoles. Elle a stocké, et donc nous on a acheté un peu plus tard. Voilà. Donc ça c'est quand même une vraie chance d'avoir ce type de structure qui est capable de faire ce genre de montage économique. Pour venir à la SAFER, donc oui, c'est pas tout noir, c'est sûr, parce que nous, en 2012, quand on a acheté notre ferme à Saint-Sauveur-la-Pomeresse, c'est grâce à la SAFER qu'on a pu l'avoir en fait. Parce que donc c'était pas une ferme, c'était des terres. Nous, on a créé une ferme sur des terres, et ces terres-là, elles étaient convoitées par plusieurs personnes, des agriculteurs qui souhaitaient s'agrandir. Plusieurs agriculteurs qui souhaitaient s'agrandir et nous qui voulions nous installer en fait, et grâce à la SAFER avec leur système de candidature et tout, c'est allé, les terres ont été pour nous parce que c'était un projet d'installation en fait, et la priorité était à l'installation à l'époque. C'est plus le cas maintenant, mais donc c'est grâce à la SAFER qu'on a pu s'installer. S'il vous plaît, votre ferme a été considérée comme viable en 2012 Par qui? Mais je ne sais pas, parce que vous êtes aperçu que vous n'aviez pas suffisamment de surface, etc. Est-ce qu'au moment de l'installation, la SAFER s'est inquiétée de la viabilité de cette installation? Non, mais après on avait fait tous les dossiers économiques, les PE, tout ça qu'il faut donner à la chambre d'agriculture et tout, donc c'était... Et à ce moment-là, vous n'avez pas demandé les aides à l'installation? Si, mon mari les a demandés, on est 2 sur la ferme. Ouais. Mon mari a installé depuis 2012, moi j'étais juste conjointe collaboratrice à ce moment-là. Oui, il y a eu les aides en 2012. Une question du coup, je comprends du coup que c'était quand même viable en soi avec les îles économiques, tout ça en 2012, mais vous aviez la volonté d'avoir de terres pour l'autonomie, c'est ça, pour pas acheter l'alimentation pour les volailles de chair à l'extérieur et donc avoir... Ouais, parce qu'en fait il s'est passé un truc en 2012, les céréales bio étaient beaucoup moins chères que récemment. En fait, en quelques années, le prix des céréales bio s'est totalement envolé. Donc nous, avec dans le projet, on s'était dit qu'on pouvait racheter une partie de l'aliment sans que ça nous pénalise vraiment au niveau économique. Et dans la réalité, d'année en année, le prix du grain s'est envolé. Et aussi, au final, on élève beaucoup plus de poulets que ce qu'on concevait au départ. Donc évidemment, ça mange plus, quoi. Donc votre marge va cesser de baisser? Eh ben oui, c'est ça. Donc on a augmenté le nombre de volailles, mais du coup les charges alimentaires, donc, du coup on creusait encore plus notre marge. Les conséquences pour vous, la grippe aviaire en ce moment? Tous les volailles qui doivent être confinés, sont des confinés? Peut-être pas être confinés dans la manche. Si, mais nous on ne confine pas en fait. On a pas...
c'est une obligation sur tout le territoire, mais en fait, nous, on a des petits poulaillers de 15 mètres carrés, c'est des petits poulaillers mobiles, il n'y a pas de système de ventilation ou quoi que ce soit, donc de toute façon, s'ils peuvent pas passer, ils dorment juste à l'intérieur de la nuit, quoi. Enfin, s'ils sont pas dehors, ils peuvent pas vivre, quoi. Enfin, donc, on peut pas les laisser enfermer. Quel volume de volailles, quel nombre? Combien d'années en fait de volailles, oui. Quel volume? C'est un élevage? Ah oui, on fait 5000 poulets par an. 5000 arbres? 5000 par an, donc c'est... Ouais, bah oui. On a plusieurs petits poulaillers de 15 mètres carrés et il y a 200 poulets dans chaque poulailler. 200 poulets, ouais. 15 mètres carrés. C'est bien en dessous de ce que prévoit le cahier des charges biologiques, parce que si on appliquait le cahier des charges biologiques en volaille notamment, mais sur plein d'autres élevages aussi, c'est... Hein? Oui, ah oui, non, mais je veux dire que le cahier des charges en volaille, et en porc aussi, est vraiment pas assez strict en fait pour faire une bonne qualité de volaille, quoi. C'est la date d'abattage est 81 jours, je crois. La densité, en fait, le cahier des charges en volaille biologique est calqué sur le cahier des charges label rouge, en fait. Donc c'est les mêmes densités de population, les mêmes dates d'abattage. Ce qui va changer, c'est juste l'alimentation. Et donc vous êtes moins 10 ans par rapport à ce qui est cher. Vous avez moins de poulets que mieux 10 ans. Mieux. Oui, parce que si on se limite à suivre le cahier des charges, pour moi, c'est pas un bon type d'élevage du tout. Il est pas assez strict du tout, le cahier des charges. En élevage et notamment en volaille. Le terrain appartient à la SAFER, la question que j'ai entendue. Et en quoi vous intervenez? Et nous, une fois que le notaire se sera décidé de répondre au téléphone, on va acheter les terres pour les mettre à bail, donc à Julie et Virgile, et avec l'engagement de ne pas revendre les terres. Donc en fait, nous, les terres qu'on achète, on ne les revend pas. C'est une volonté politique et même réglementaire depuis quelques temps. En tout cas, c'est la volonté du comptable de lien, c'est de retirer les terres du marché de la spéculation, comme disait Manon. Et donc, pour ce faire, on achète les terres et on ne les revend pas. Puisqu'à chaque revente, chacun est tenté d'essayer de faire la culbute et donc d'augmenter un peu le prix du foncier. Et après, oui. Et après, on les loue, tout à fait. Donc en fait, c'est un bail rural environnemental, donc une durée de 9 ans, qui se renouvelle tous les 9 ans. Là, quand la SAFER a acheté ces terres-là, c'était déjà dans l'optique de les revendre à Terre de Liens? Oui, tout à fait. Ok, et pourquoi là c'est pareil, c'est une question de temporalité. Pourquoi Terre de Liens n'a pas acheté directement? C'est parce qu'il fallait aller vite sur les terres? C'est ça. En fait, c'était compliqué on ne pouvait pas acheter tout de suite en fait. Il y avait différents comptes de pro, il y avait différents vendeurs et on ne pouvait pas acheter tout de suite. Et donc la SAFER a dit on peut acheter, on peut stocker, et on a dit ok. Il y avait une question au fond, alors après vous madame, et je crois qu'il y avait une question au fond, hein, il n'y a peut-être pas de question, je crois que c'était bon. Vous voulez savoir sur quel barème vous faites les tarifs bien placés? Alors, combien de temps d'installation? Combien de temps que le jeune est installé sans payer le loyer? Et après, sur quel barème vous calculez le fermage? Alors en général, la location en fait, dans chaque département français, le préfet publie un arrêté préfectoral définissant les fermages du département. Donc dans la Manche, c'est assez simple, c'est entre 50 € l'hectare et 206 € l'hectare. Donc c'est très précis. Et donc effectivement, vous avez raison, c'est dans l'écart. Et donc en fait, il y a une grille d'analyse avec des critères qui nous permet d'objectiver un petit peu et de mettre des valeurs en fait. Donc est-ce que les terres sont mécanisables? Est-ce qu'elles ont un bon potentiel agronomique? Est-ce qu'elles sont bien exposées? Est-ce qu'il y a des haies? Est-ce qu'elles sont loin du corps de ferme? Est-ce qu'elles sont regroupées? Et donc on met en fait un point, en fait on note en fait chaque parcelle. Et donc moi j'ai un gros tableur je t'ai déjà partagé je crois, hein, j'ai un gros tableur sur mon ordinateur. Et donc je mets des notes, voilà, comme à l'école, et donc à la fin ça nous génère un fermage. Et donc par contre on reste toujours dans la fourchette de cet arrêté préfectoral. Le but c'est de ne pas être mis en dessous
ni au-dessus, et donc on est vraiment dans cette fourchette d'arrêté préfectoral. Donc souvent on nous dit que nos fermages sont pas très élevés, parce que globalement, j'ai en tête, souvent je cite des exemples là, dans l'Avranchin, sur une commune en dessous de l'Avranche, les fermages dans le secteur, dans la commune, sont autour de 400 € l'hectare par an. Donc 2 fois plus élevé que le tarif préfectoral. Mais personne ne dénonce son propriétaire, parce que tout le monde se tient par la marmichette, en fait, c'est le jeu. Et en fait, c'est à celui qui va dénoncer l'autre, en fait, il n'aura plus accès aux terres. Donc en fait, il y a un peu un jeu que personne n'ose parler, parce que tout le monde est en besoin de terre. Si on commence à dénoncer son propriétaire qui fait une pratique abusive, et bien potentiellement, quand j'aurai besoin de 20 hectares de plus, et ça va savoir que lui, il a mis son propriétaire au tribunal. Parce qu'en fait, quand le loyer est abusif, vous pouvez, au bout de 3 ans de location, mettre votre propriétaire au tribunal paritaire des baux ruraux, qui est un tribunal spécifique à l'agriculture, et qui, dans la majorité des cas, statue pour baisser le fermage. Et ça, après, forcément, dans la campagne, il y a ce qu'on appelle la radio-campagne, et donc ça parle partout, et donc ça se sait très très vite lorsqu'il y a ce genre de choses. Donc voilà, donc pour répondre à votre question là, on reste vraiment dans les fourchettes de l'arrêté préfectoral. Donc, et combien de temps la personne, donc, n'a pas de loyer à payer quand elle s'installe? En général, on essaye qu'elle s'installe et qu'elle paye son fermage tout de suite. Là, c'est un cas très spécifique, voilà, c'est un cas très particulier. Il faut pas être pressé de signer. Non, mais ouais. Mais en général, on fait commencer le bail au moment où on achète. Donc là, en l'occurrence, pour Julie et Virgile, le paiement à Tardevien commencera lorsque le bail sera signé, lorsqu'on aura acheté les terres. Donc voilà. Donc, admettons, si on signe le bail, je sais pas moi, au mois de mars, il y aura un prorata temporis de mars à la fin de l'année. Voilà. Alors, madame, vous avez une question, je crois, au deuxième rang, et après, monsieur. Oui, non, mais il y a des choses qui m'échappent, du coup. Qui vous a autorisé à exploiter là, en attendant La SAFER. Vous avez un écrit de SAFER? Oui. Ah, d'accord. Peut-être tu peux t'appeler. Vous avez un écrit, mais vous n'avez pas de bail. Non, parce que parle de portage, oui. La SAFER assure le portage des terres. La SAFER, ouais. C'est son boulot. La SAFER, en fait, elle a acheté, elle stocke, et donc elle a donné l'autorisation aux fermiers de rentrer sur les terres et de faire les travaux, mais ça ne vaut pas bail, en fait. Elle a cette particularité, c'est qu'elle n'est pas assujettie à, comme un propriétaire pour faire un bail, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut très bien dire, vous pouvez rentrer sur les terres, il n'y a pas de souci, mais ça ne vaut pas forcément, ça ne vaut pas un bail. Et heureusement, parce que sinon elle serait embêtée, vu qu'elle ne pourrait pas revendre comme elle veut, vu que c'est une terre qui serait vendue avec un tiers. Puis normalement, ça ne devait pas durer aussi longtemps. En fait, oui, et puis en fait, en général, quand on s'arrange avec cette affaire, en général, c'est une transitoire, c'est pendant 1 mois ou 2, voilà, vous rentrez sur les terres, vous faites les travaux qu'il y a besoin, vous semez, vous labourez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est transitoire, c'est 1, 2, 3 mois. Là, effectivement, ça dure depuis trop longtemps. Et c'est vraiment le cas qu'on a présenté ce soir, c'est exceptionnel en fait, enfin, dans le sens où c'est rarissime. On n'attend pas aussi longtemps en général. En général, on achète, on met à bail, et entre le moment où la SAFER peut acheter et le moment où on met à bail, il se passe très peu de temps. Donc, sauf si elle choisit de stocker les terres, et donc là elle fait un contrat d'1 an qui se renouvelle au fur et à mesure. Donc pour comme Pascal qui est installé à la Lorbraquière, elle lui avait fait un contrat de 4 ans par exemple. Donc c'était 4 fois 1 an, et ça se renouvelait systématiquement. Et donc on a acheté au bout d'1 an et demi, donc de fait, eux, leur contrat s'arrête, c'est pas un bail, le contrat s'arrête, et ensuite, comme lui commence avec un bail classique, un bail de 9 ans. Je sais pas si j'ai été clair ou pas. Il y avait une question, je crois, derrière, monsieur. Est-ce que le contournement du statut des baux ruraux, c'est quelque chose de courant, et est-ce que ça pourrait expliquer la spéculation sur le prix de vente des terres, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? C'est pas une question facile. La spéculation pour contourner les baux, aujourd'hui la spéculation, alors c'est vrai plutôt en Haute-Normandie. Je suis désolé, je tape beaucoup sur eux ce soir, mais c'est pas leur faute. Hein, mais, en fait, il y a des façons de contourner la SAFER, qui sont connues, qui sont très bien connues par les avocats spécialisés en droit rural, et notamment qui permettent d'acheter beaucoup de terres sans activer le droit de préemption de la SAFER. La SAFER a un droit de préemption, si elle souhaite l'utiliser, pour empêcher une vente.
Et il y a effectivement des façons, j'en connais trois façons de contourner justement ce droit de préemption. Et certains agriculteurs usent et abusent de ces méthodes-là. Et ça provoque effectivement une spéculation sur les prix parce que demain, par exemple, en fait, l'une des façons, autant parler concret, une des façons de contourner la SAFER, c'est de vendre ce qu'on appelle des parts de société. Donc une ferme se met en société, elle dit je ne vais céder que 90% de mes parts, aux voisins, et comme c'est une cession partielle de parts, vu qu'il n'y a pas 100%, la SAFER ne peut pas préempter. Elle ne pourrait préempter que si 100%, alors ça vient de sortir, et que si 100% des terres sont en vente, et 100% des parts sont en vente. Là, il suffit juste de mettre, on pourrait même pousser et mettre 98%, vraiment pour se moquer de la SAFER. Tant qu'il n'y a pas 100%, la SAFER ne peut pas préempter. Et auquel cas, demain, le fermier qui achète 90%, il dit moi je te prends 10 000 € l'hectare, je sais que le prix c'est 5 000 € l'hectare, moi je te mets 10 000 € l'hectare. Voilà. Donc ça c'est une façon de participer à la spéculation foncière, et là la SAFER n'a aucun moyen de réguler, aujourd'hui n'a aucun moyen de réguler ça. Donc c'est une façon effectivement, quand on contourne le droit du fermage, c'est une façon de le contourner, c'est une façon aussi de spéculer sur le prix des terres. Et quel est l'intérêt d'acheter toujours plus cher alors que les beaux ruraux, que les fermages ça n'a pas de rentabilité en termes de fermage. Vous achetez très cher l'hectare, mais vous allez le louer très peu par rapport au prix que vous achetez. Enfin, il n'y a pas de rentabilité. Du point de vue économique, j'ai du mal à comprendre. Ah ouais, je pense que les patatiers de Seine-Maritime, ils trouvent en tout cas leur compte, parce qu'eux ils n'hésitent pas à aligner les valises de billets pour acheter des terres toujours plus chères. Donc, dans le Pays de Caux, c'est à peu près 20 000, 25 000 € l'hectare, à peu près, sans compter les dessous de table. Donc les magouilles, moi j'appelle ça des magouilles. Et apparemment c'est rentable. C'est rentable même d'acheter à ce prix-là. Voilà, alors je sais pas comment ils font. Ils vendent leurs patates constamment. C'est exploitant. Moi je suis originaire des Landes, et ils font du maïs irrigué, ils essayent d'augmenter à chaque fois. Peu importe, on est dans ces prix-là. Une hectare irrigué, c'est 25 000 € l'hectare. Donc et là, personne. Alors, je fais partie aussi de terres minières aquitaines, mais on ne peut rien là. On sorte. Ils ont 250 hectares, s'ils peuvent en choper 20 ou 30 ou 40 de plus, ils le font. Et là, ils n'ouvrent pas, là, ils deviennent. Ils sont propriétaires, alors ils montent des sociétés, et celui qui veut s'installer, on ne peut pas. Après, c'est la taille de la surface pour s'installer qui. Donc sur un maraîchage, c'est pas 30 hectares. Mais c'est compliqué. Moi, je pense qu'il ne faut pas se tromper, parce que c'est pas forcément les investisseurs qui font la spéculation, c'est les propriétaires exploitants aussi qui se bagarrent. Voilà. Et donc, effectivement, après les propriétaires, comme terminer, ils sont obligés de suivre. Mais c'est pas les acheteurs, bailleurs, qui provoquent vraiment l'augmentation. Alors, j'ai pas osé le dire tout à l'heure, mais autant le dire, ce sont les agriculteurs qui se mettent eux-mêmes des bloqués. Faut pas se mentir, c'est eux-mêmes qui surenchérissent. C'est vieux comme le monde, c'est eux qui se mettent leurs propres bloqués. Quand on était à Cléance, Cléance c'est très connu dans le département de Manche, c'était pareil, il fallait voir comment ça passait. Je crois qu'il y a une question à faire. Est-ce qu'il y a un risque que la fourchette du loyer pour les parcelles augmente du fait que le prix réel n'est pas le même que ce que la préfecture dit, et que la préfecture ne risque pas dans quelques années de dire on va se remettre à la réalité, c'est pas 400 € le cas. C'est remis tous les cours d'enfants, ça s'agit tous les cours par là. La question est très juste. On s'est déjà posé effectivement la question de savoir si demain il n'y allait pas avoir un rattrapage au niveau des loyers. Après, chaque département fait comme il l'entend. Je sais que là récemment dans le Calvados, il y a eu une hausse des fermages. Enfin voilà, chaque extrême a pris, je crois, 20 ou 30 € d'un coup. C'est énorme quand même globalement, parce que c'est beaucoup plus que l'inflation en tout cas. Après, on n'aura pas des hausses de 100 ou 200 € d'un coup, mais effectivement, demain, le prix des fermages va continuer d'augmenter. Après, le secteur agricole, c'est comme un secteur qui
a une capacité de mobilisation et de nuisance, on va dire, assez forte. Hein. Je veux dire, on peut décharger une benne de fumier devant une préfecture si jamais on n'est pas content. Donc effectivement, le préfet a aussi tout intérêt à éviter de jouer à ça. Mais par contre, la question est hyper importante parce que demain, c'est ce qui peut arriver. Après, nous, en tant que propriétaire, du coup, chaque année, on est mis au courant. Il y a une réévaluation du barème, donc ça prend 1 ou 2% sur les loyers. Ça peut baisser 1%, ça peut monter de 2%. Chaque année, c'est assez variable, donc c'est un peu le ministère qui gère ça. Donc, mais effectivement, demain, ça pourra arriver. Voilà. Il y a Donc l'association est propriétaire. Voilà. Non, c'est la foncière Terre de Liens ou la fondation Terre de Liens qui est propriétaire. Le fermier, il paye les loyers, donc vous n'avez pas vous avez acquis les notaires, une fois que tout est réglé, payé, vous continuez à faire payer un fermage et vous avez une charge derrière. Alors le fermage, enfin. Le loyer. Ouais, le fermage, enfin, globalement, alors j'avais fait le calcul sur une ferme, donc à Bourguenol. Si on mettait le fermage annuel à côté du prix total d'achat, il fallait, je crois, 50 ans de fermage. Donc on peut dire que peut-être que dans 50 ans, effectivement, les fermes seront amorties. Là, c'était Bourguenol, c'était un gros truc quand même. De quoi, celle de À Bourguenol, c'était un gros truc quand même. Oh, c'était 60 000 euros pour une dizaine d'hectares, pour 7 hectares. Pardon. La question que j'avais autrement, la personne qui part en location avec vous, pour une raison, elle part normalement pour 3, 6 ou 9 ans, vous dites c'est ça? Pour 9 ans. 9 ans, il se passe des choses dans une vie pendant 9 ans. Et au bout de 9 ans, au bout de 3, au bout de 4, 5 ans, elle arrête. Comment ça se passe? Parce qu'elle n'est pas arrêtée, elle n'a pas été au bout de son bail. Alors, en agriculture, on n'arrête pas comme on veut un bail, en tout cas, ça ne s'arrête pas comme on veut. Il y a un décès, il y a un truc de la vie qui fait que il y a des enfants qui sont obligés d'arrêter. Ils ont des enfants handicapés, ils ont des trucs, ils sont obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit effectivement la personne arrive en fin de bail et donc elle, donc, sur un bail de 9 ans, donc au bout de 1 an et demi avant le terme, elle envoie un courrier comme quoi elle annonce arrêter son bail. Donc ça c'est. Là, elle est à 4 ans. Hein. Elle est à 4 ans. Prenons cet exemple-là. On a eu l'exemple dans l'Orne avec un couple de fermiers. Donc accident de la vie, dépression, plus envie de travailler dans l'agricole. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit aux fermiers, si vous trouvez un repreneur ou une repreneuse, on peut effectivement faire glisser le bail à ce repreneur. Et donc là, on peut discuter. C'est l'une des conditions. Si vous trouvez un remplaçant ou une remplaçante, on peut du coup faire passer le contrat. Sinon, dans les faits, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout du bail. Voilà. C'est le droit rural qui l'impose. Après, il y a des cas particuliers qui permettent de se soustraire à ça. Mais globalement, si vous arrivez à trouver un remplaçant, et ben on peut switcher, même au milieu de bail, on peut très bien, si vous décidez au bout de 4 ans de dire je ne veux plus être agriculteur, si vous dites mon voisin est prêt à reprendre les terres, et ben très bien, on peut ça, si le voisin nous plaît aussi, si le projet est cohérent, on peut effectivement faire glisser le bail à cette personne. Voilà. On essaie de ne pas rester coincé non plus, et pas obliger les gens à aller jusqu'au bout du contrat. On essaie toujours d'être dans le dialogue et donc de trouver des portes de sortie. Je crois qu'il y avait une question dans le fond. Oui, merci. Vous évoquiez les critères de notation, entre guillemets, pour établir le prix du bail, et vous parliez des F. Je voulais savoir si c'est un critère positif ou négatif en termes de. Alors, pour nous, c'est un critère qui est très positif. Okay. Alors, je sais que pour d'autres, non. Parce que ça permet. Déjà, c'est des clôtures en moins à faire, globalement. C'est de l'abri un abri pour les animaux, c'est de la nourriture potentiellement, c'est du bois aussi. Donc c'est un refuge de biodiversité qui est hyper intéressant. Donc pour nous, c'est un critère qui, en tout cas moi à mes yeux, je valorise comme un critère très positif. Et je mets un maximum de points quand il y a des haies. Ça, c'est quelque chose qui est globalement, en termes de lien France, respecté, quoi. Ouais, oui, en tout cas sur l'aspect biodiversité, c'est très mis en valeur. Je voulais juste apporter une précision ou question, parce que tu maîtrises bien mieux que moi ça, par rapport au fermage.
les fermages que Terre de Liens touche des fermiers, c'est aussi pour payer par exemple les travaux et puis tout le travail que font. Parce que, en fait, la foncière et la fondation sont des propriétaires finalement, enfin, même clairement. Et donc il y a un suivi avec des échanges avec les fermiers, il y a tout le travail au départ pour s'installer. Enfin, là, on voit par exemple avec l'installation de Julie, Loïc est salarié, il a passé du temps. Il y a du monde à la foncière qui a passé du temps aussi. Et puis ensuite, pendant toute la vie du bail, il peut y avoir des échanges, des travaux qui sont faits. Et puis ensuite, quand il faudra trouver quelqu'un d'autre, c'est pareil, c'est du temps à passer, regarder les dossiers pour voir si les projets de ces personnes-là sont cohérents ou pas. Voilà. Donc il me semble que les fermages ne sont pas pour se rembourser de l'achat des terres, puisque c'est les dons et l'épargne que les gens placent qui permettent d'acheter des terres, mais plus à faire tourner ce mouvement-là, qui est un mouvement citoyen avec beaucoup de bénévoles, mais aussi forcément parce que ça demande des connaissances particulières et des compétences techniques. On a des experts bâtis, parce que des fois il faut vraiment visiter une ferme et comprendre ce qu'il va y avoir comme travaux, ce que ça va impliquer. Voilà, et c'est aussi à ça que servent les fermes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est une rumeur vérifiée, l'idée que les formes de spéculation viennent aussi justement des pays du nord de l'Europe qui veulent acheter des terres par ici, puisque c'est moins cher, et qui éventuellement placent leur fonds, du coup apprennent des terres à potentiellement des exploitants. C'est un peu plus compliqué que ça. Alors, moi je viens du nord de la France, et effectivement, moi près de chez moi, je vois chaque année des camions belges venir ramasser des patates par dizaines de tonnes. Si bien que les frites belges, elles sont faites en France, hein, donc faut pas, on parle beaucoup des frites en Belgique, mais en fait elles sont faites en France, hein, donc faut pas déconner avec ça. Donc, en fait ce qui se passe, c'est qu'effectivement en Belgique, en fait il y a une espèce de déportation des gens au fur et à mesure. Les Pays-Bas, en fait, les agriculteurs des Pays-Bas arrivent en Belgique, qui du coup les Belges, eux, arrivent dans le nord de la France, les nordistes arrivent en Picardie et donc chassent le Picard. En fait il y a une espèce de vase communicant. Parce que du coup le foncier est de plus en plus cher, les gens ne peuvent plus s'installer. Et alors moi j'ai une anecdote, c'est que mon petit frère travaille dans l'agriculture et il me disait, tu vois les Belges, ils arrivent, alors, les mecs ils arrivent en costard cravate, et puis on leur dit le foncier dans le coin c'est 20 000 € l'hectare, et le mec il dit ok moi je te propose 40 000 quoi. Donc, et c'est ce qui fait que malheureusement effectivement il y a un départ massif parce que en fait, c'est l'un qui chasse l'autre au fur et à mesure, en fait. Donc voilà, ça rejoint un peu ce que vous dites, hein. En fait, ça vient de pays où effectivement il y a une telle pression foncière qu'en fait ça se déporte au fur et à mesure. En fait, ça ruisselle dans le mauvais sens du terme, on va dire. Voilà. Donc pour faire référence à un terme bien connu, ça ruisselle mais dans le mauvais sens du terme. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet de la politique agricole commune et de la prime à l'hectare, parce que je pense qu'il y a aussi des personnes un peu en local qui cherchent à s'agrandir, parfois pour avoir une autonomie de la ferme, mais aussi pour s'en sortir, hein, je sais pas que mais de toucher les subventions, notamment la prime à l'hectare. Est-ce que ça a je pose vraiment la question, c'est pas une mise en scène, parce que moi je ne connais rien. Mais voilà, je me pose cette question-là, j'ai l'impression que c'est aussi en fait les personnes en local qui sont prises dans un engrenage de faire toujours une ferme plus grande et du coup de plus la mécaniser, d'avoir besoin de plus d'argent, vous allez chercher d'autres terres pour avoir cette prime-là. Ouais, effectivement, il y a aussi un peu une course à l'hectare et une course aux aides allouées à l'hectare. Bon, ça c'est vrai pour les cas des fermes céréalières, hein, c'est pas vrai pour les maraîchers. Effectivement, les fermes céréalières qui touchent beaucoup d'aides de la PAC parce que ces fermes sont très très grandes et donc certaines elles ont, on dit souvent qu'elles ont 2 moissons. Elles ont leur culture qu'elles mettent en terre et elles ont les aides européennes en fait, la deuxième moisson. Et à tel point que certaines fermes en fait, elles sont pas nombreuses. Mais en France, certaines fermes peuvent vivre uniquement des aides européennes et finalement leur culture c'est juste de l'argent de poche en fait. Voilà, donc ils peuvent se permettre de louper leur culture. Hein. Cette année ils ont loupé leur maïs, c'est pas grave, c'est que de l'argent de poche.
Ce n'est pas la majorité des cas, c'est un cas extrême que j'extrapole. Faut pas résumer l'agriculture à ça évidemment, hein. Mais effectivement, il y a, comme dit Manon, il y a aussi un peu cette logique de plus j'ai de ressources, plus j'ai d'aide. Voilà. Et peut-être une question qui est. Ouais, c'est pas très logique de raisonner comme ça, mais. C'est moins vrai avec la flambée des céréales. C'est moins vrai avec la flambée des céréales actuelles quand même. Oui, alors ça a été longtemps le cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ça commence un peu à se passer. Le colza au prix où il est tout de suite, il y a beaucoup de rebondissements. Est-ce qu'il y a de nombreuses installations de ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne? Alors j'ai pas la réponse précisément. En tout cas, nous, parmi les porteurs et porteuses de projets qu'on accompagne, on a peu de gens issus d'autres pays européens, même de hors Europe finalement. Hein. J'ai toujours accompagné que des Français et des Françaises. Mais je pense que ça peut être intéressant un jour, je pense, d'accompagner effectivement des gens qui viennent d'autres pays pour mettre en place d'autres cultures, hein, ça serait vachement intéressant. Et en tout cas, nous, au niveau Terre de Liens en Normandie, on voit pas ça. Et pourtant, il y a des savoir-faire. Hein, je veux dire, quand on voit à Caen, il y a une association qui aide les migrants, et il y a beaucoup de migrants qui sont agriculteurs en fait, et qui arrivent avec des super savoir-faire en maraîchage, en pain aussi notamment. Et c'est des gens qui vont se retrouver à ne plus travailler dans l'agricole, parce que rentrer dans l'agriculture c'est compliqué quand vous êtes déjà issu du milieu agricole, quand vous êtes non issu du milieu agricole c'est plus compliqué, et quand en plus vous n'êtes pas issu du milieu agricole et que vous êtes étranger, vous êtes une femme, c'est compliqué. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, en tout cas, on n'a pas ce genre de données aujourd'hui. On a peu de gens issus d'autres pays qui viennent nous voir. L'origine des ressources de Terre de Liens. Alors, l'origine des ressources de la foncière, de la fondation de Terre de Liens Normandie. De Terre de Liens, oui, Normandie. Alors, nous, donc, Terre de Liens Normandie, c'est une association loi 1901, association classique, et donc nos ressources financières sont des subventions publiques, région Normandie, conseil départemental de la Manche. On a également des adhésions. Vous pouvez d'ailleurs prendre un bulletin d'adhésion. Vous pouvez prendre un bulletin d'adhésion et adhérer à l'association. On a également un peu de dons. On fait également des prestations privées. Quand on achète une terre agricole, on fait une petite prestation auprès de la foncière ou de la fondation qui va acheter. Ça permet d'hybrider un peu les ressources. J'ai fait le tour ou pas? On essaie pour être justement plus pour stabiliser les finances, parce que comme toute l'association, ça peut être compliqué on essaie de diversifier nos sources de financement, donc effectivement beaucoup la région. L'agence de l'eau Seine-Normandie aussi nous aide beaucoup. Je me permets de faire une petite parenthèse on se rend compte que dans les champs captants d'eau potable, en fait, si on a des fermes en agriculture biologique, et par exemple des fermes Terre de Liens qui du coup vont rester en agriculture biologique avec des paysans dessus, l'eau qui est captée est plus propre que si c'était pas le cas. Et donc, et ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher à dépolluer. Et ça coûte moins cher à dépolluer, tout à fait. Enfin, c'est vraiment intéressant pour la qualité de l'eau. Donc, l'agence de l'eau de Seine-Normandie nous subventionne aussi. Effectivement, il y a différentes collectivités, que ce soit des départements comme celui de la Manche, mais aussi des communautés de communes ou des communes avec qui on peut avoir des partenariats pour de l'aide à la stratégie foncière, etc. Après, on essaie de développer aussi du mécénat avec des entreprises. Par exemple, on a la biscuiterie de l'Abbaye dans l'Orne, qui a toute une gamme bio, la gamme Virgile que vous pouvez retrouver en Biocop. Les Biocop aussi, puisque pour avoir des aliments bio dans leur magasin, faut qu'il y ait des aliments bio qui soient produits quelque part sur des terres, et donc on a des conventions de mécénat avec eux. Et c'est un vrai plus, parce que c'est des conventions pluriannuelles, parce qu'on est dans une association, chaque année il faut essayer de faire un budget pour réussir à survivre jusqu'à l'année suivante. Sinon, on vire les salariés si on n'a pas dessus. Et voilà. Et on essaie de développer beaucoup l'autofinancement, donc avec des adhésions. Merci du clin d'œil. N'hésitez pas, pour soutenir ce qu'on fait, à adhérer à notre association.
Parce qu'on dit toujours qu'on est riche aussi du nombre d'adhérents qu'on a politiquement quand on va parler justement avec la région, avec différents partenaires. On dit bah voilà, nous là en 2021, il y a 467 personnes en Normandie qui ont adhéré à Terre de Liens et donc qui soutiennent les valeurs politiques qu'on défend, quoi. C'est vraiment la première façon de nous aider. Voilà, et donc pour acheter les fermes, la fondation donc, récolte des dons, des legs et des donations pour pouvoir acheter. Et puis la foncière, c'est vraiment majoritairement la foncière qui achète grâce à l'épargne solidaire et citoyen. Donc ça veut dire que vous prenez, comme je disais tout à l'heure, des actions qui sont non rémunérées, mais comme la foncière est reconnue entreprise sociale, et l'agrément ESUS, je ne sais jamais l'acronyme, mais d'utilité sociale, vous avez une réduction d'impôt sur les parts que vous prenez si vous les gardez pendant un certain nombre d'années avant de les retirer. On dit souvent qu'on est 3 piliers. On essaie vraiment de travailler ensemble avec chacun aussi ses spécialités, ses complémentarités. Avec nous, vraiment en association avec les citoyens sur le terrain. Avec notre fédération, on a un pôle autour du plaidoyer. On parlait tout à l'heure de la politique agricole commune. On essaye de se faire entendre, de faire comme les autres, du lobbying en fait, clairement auprès du ministère pour essayer de défendre par exemple la loi foncière qui a eu l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, mais pour faire entendre un peu nos valeurs au niveau de l'Union européenne avec il y a une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC qui justement essaie de faire avancer les choses pour que les subventions européennes soient mieux distribuées et valorisent plus les prix d'exploitation, le bio par exemple aussi. Voilà, la fondation, elle aide tout le mouvement au niveau de tout ce qui est relations avec les membres, communication, et puis la foncière, elle a vraiment des personnes spécialisées, juste comme on disait tout à l'heure, en experts bâtis, bien maîtriser les travaux sur les fermes, etc. Et donc on a une entraide comme ça entre nos différentes entités. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question un peu sur qui fait quoi. Je me permets de vous dire aussi, on peut continuer à échanger bien sûr, hein, mais on vous a préparé des petites pochettes avec des documents qui expliquent un petit peu ce que c'est Terre de Liens, notamment Terre de Liens Normandie. On a un magazine qui sort 3 à 4 fois par an qui s'appelle Chemin de Terre avec dedans d'ailleurs vous avez une interview de Com Pascal de l'Oiselière, si vous n'hésitez pas à regarder un petit peu, qui explique succinctement son parcours et la transformation de la ferme sur laquelle il s'est installé, puisque c'était une ferme de vaches laitières et il est fait du port de Bayeux, donc c'est pas anodin. Et puis un petit document justement qui reparle de l'outil parcelle que je vous ai présenté tout à l'heure et qui peut donner des exemples de ce qu'on peut faire en tant qu'élu local. Et si vous n'êtes pas vous-même élu, en fait, vous pouvez aller voir vos élus et leur proposer de faire des choses, leur montrer que c'est possible. On a monté, ça c'est un travail de la fédération aussi, en lien avec la fondation et la foncière, un centre de ressources en ligne. Je vous mettrai le lien juste après, qui donne comme ça, pareil, plein d'exemples de choses qui ont pu se faire dans différentes collectivités. Également, si vous êtes vous-même propriétaire foncier, on a édité un guide, le guide de la propriété foncière agricole responsable, qui est disponible gratuitement en ligne en PDF. Après, si vous le voulez en papier, on en vend quelques-uns. Mais voilà, ça peut donner plein d'idées pour vous en tant que citoyen ou en tant qu'élu ou en tant que citoyen auprès de vos élus, comment vous pouvez essayer de faire bouger les choses pour que on préserve un peu plus les terres et puis indirectement du coup notre alimentation aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions, remarques? Donc, a priori, on s'installe grâce à votre fondation, c'est pour faire du bio, ou pas? Oui. Oui. Bon, donc, les terres que vous achetez ne sont pas forcément adéquates au départ. Non. Il y a toute cette période de transition. Il peut y avoir une période de conversion, effectivement. Oui. Si on devait acheter que des terres en bio, on n'achèterait pas grand-chose. Mais effectivement, on peut acheter des terres qui sont au départ pas en bio. Et ensuite, les agriculteurs ont 3 ans pour les convertir. En général, une période de conversion, ça dure 2 ans. Donc, il y a un engagement à les convertir. Mais voilà. Mais effectivement, par contre, on peut acheter des terres qui ont déjà en bio. C'est arrivé. Donc, et parfois, on peut aussi acheter des terres qui sont en friche depuis longtemps et qui sont labellisables en bio tout de suite. Voilà. Comme qu'est-ce que vous pensez de la suppression des aides au maintien de l'agriculture biologique, puisque c'est ce qui a été annoncé?
je pense que c'est une belle bêtise. C'est pas un bon signal envoyé à la volonté de développer la bio. Voilà, donc voilà, les aides au maintien sont des aides qui sont accordées aux agriculteurs et agricultrices qui sont déjà installés. Il y a les aides à la conversion et après les aides au maintien qui prennent le relais pendant quelques années. Et là, le projet du gouvernement, c'était de supprimer ces aides au maintien, mais de renforcer, je crois, les aides à la conversion. Voilà, c'est juste pour faire des économies de bout de chandelle, on ne va pas se mentir. C'est bête. C'est bête. Le crédit d'impôt. Ah, peut-être, oui, après. Oui, mais. Le crédit d'impôt, il va augmenter de 1 000 euros. 1 000 euros. Mais bon, du coup, c'est un peu. C'est ridicule par rapport à la perte des aides de maintien, quoi. Ça va pas faire la balance. Ça peut pousser. Ouais, et ben je propose qu'on en reste là pour ce soir. Victor, t'as un truc à dire ou... Oui, je vais me permettre de conclure. Donc merci à tous déjà d'être venus. Vous l'aurez compris, l'objectif de cette première conférence, dans un cycle de conférences de 4 conférences, était de sensibiliser à la préservation des terres agricoles, mais aussi à la difficulté que ça peut être de s'installer quand on est jeune paysan. Donc voilà, je remercie vivement Terre de Liens d'être venu nous présenter tout ça. Pour vous donner un peu une idée quand même, on a essayé d'utiliser l'outil Parcelle pour Carole, parce qu'on est dans une logique avec la commune, essayer d'atteindre l'autonomie alimentaire. On est parti sur différents critères, 25% de réduction de production animale, enfin en moins, pardon, et 100% bio. On vous expliquera dans une autre conférence pourquoi on fait ce choix de 100% bio. Et on a atteint le chiffre où il nous faudrait 330 hectares pour pouvoir atteindre l'autonomie alimentaire pour la population annuelle, c'est-à-dire environ 800 personnes. La commune possède un peu moins, enfin possède, sans que ce soit la mairie qui les possède, mais sur la commune, on a à peu près 200 hectares de terres agricoles. Donc on voit là toute l'importance de préserver nos terres et de veiller à essayer d'installer des agriculteurs dessus. Voilà, ce n'était que la première conférence d'un cycle de 4 conférences. La prochaine conférence sera faite par les greniers d'abondance qui vont essayer de nous sensibiliser, de nous donner des outils pour atteindre l'autonomie et la résilience alimentaire justement. Donc je vous invite, ça sera le 25 février et il y aura également en plus, parce que là les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de pouvoir le faire, mais il y aura un cocktail dînatoire fait par une chef cuisinière Sarah Herpin qui est carolaise et qui est spécialisée justement dans tout ce qui est cuisine locale, bio et responsable. Donc merci encore d'être venus, je vous souhaite une très bonne soirée, j'espère que ça vous a intéressé et à très bientôt.